cette petite heure ensemble autour de 4 questions. La première, on a commencé un peu de répondre, c'est pourquoi Lansdal Académie et Kea se sont mis ensemble pour répondre et pour adresser ce point. Ensuite, pourquoi c'est le moment? Parce que c'est le moment. Il se passe en ce moment des choses extraordinaires dans la distribution, vous les voyez tous et toutes. Ensuite, c'est une question clé parce que, on va en parler, se lancer dans la distribution, ça coûte cher, ça génère du stress, et il faut savoir ce qu'on gagne. La question clé, c'est qu'est-ce qu'on gagne? Et puis ensuite, alors les clés de la réussite, c'est un peu prétentieux, c'est pas trop notre style, mais on a identifié 8 points à adresser simultanément quand on rentre dans un projet NFR. Alors on va juste se présenter, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas ni Lansdal ni Kea. Lansdal est un groupe de design français indépendant qui regroupe 250 collaborateurs et dans lequel on a vraiment brassé toutes les expertises qui sont au service des marques, du digital, au storytelling, au corporate et bien sûr au retail. On a, à travers une vingtaine d'années, suivi l'évolution du retail et on aperçoit évidemment une formidable accélération dans les 3 dernières années parce qu'évidemment il y a des questionnements clés qui se posent sur les conséquences de la digitalisation et de la complexité des parcours clients. Kea, certains le connaissent, donc qui sommes-nous? On est un groupe de conseil pour les dirigeants, avec qui dit groupe dit assemblage de différentes spécialités, et on verra que sur votre genre de projet c'est important. En amont, on a des gens de Tilt qui sont sur la prospective et l'innovation, et on l'utilise notamment pour aller chercher le champ des possibles en début de ce genre de projet. Effectivement, on a Beltis qui nous permet parce que la data devient un élément majeur aujourd'hui, et qui nous permet aujourd'hui de dire comment on crée de la valeur avec ces data. Euclid sur toutes les dimensions digitales, et puis Kea parce qu'on voit souvent dans ce genre de projet que réussir un magasin c'est bien, en faire 400 c'est encore autre chose. Et donc la question c'est comment on accélère et on réussit les déploiements. Voilà. Et Kea, effectivement, notre sujet c'est la transformation, notre marque de fabrique c'est cette transformation, on la fait par les hommes, en mixant à la fois culture et stratégie. Donc à la fois des éléments très métiers, très techniques, et des éléments culture, management, parce qu'on voit que c'est en mariant ces deux-là qu'on réussit bien les projets. Donc on va essayer d'ailleurs, Christophe, de lister les avantages qu'on avait à travailler ensemble. Je te laisse peut-être commencer, Christophe. Ce qu'on voit souvent, c'est que derrière le même mot, c'est-à-dire stratégie, positionnement, tous ces mots-là qu'on brasse dans ce genre de projet, c'est intéressant d'avoir des regards croisés, d'avoir des lectures différentes de ces mêmes mots, et dès le départ du projet. Donc ça, c'est vraiment bien, et donc de travailler ces assemblages, avec le client, on dit, choisissez tout de suite l'ensemble de vos partenaires, et avec ces partenaires, on fait l'aventure dès le départ, en croisant effectivement les différents points de vue. L'autre point aussi, c'est un vrai gain de temps, c'est très clairement, quand on part déjà dès le départ avec toute l'équipe, on gagne facilement un tiers de temps. Ce qui est énorme dans des projets où on verra qu'ils sont assez longs. On gagne aussi en budget. Alors on gagne en budget d'honoraires au global, parce que ça c'est vrai, mais surtout on gagne parce qu'à un moment donné, il va falloir imaginer des capex magasins, il va falloir imaginer des coûts de rafraîchissement qu'on devra intégrer. Donc le penser dès le départ, c'est important, et on peut faire des vraies économies. Et puis l'autre sujet, c'est comment on pense, on verra un magasin, c'est d'abord habité par ses vendeurs, habité par les équipes, et donc tout le sujet de comment on fait en sorte que ce lieu, et comment le design d'ailleurs le fait, de faire en sorte que les vendeurs se sentent bien dans ce magasin et permettent de maximiser en fait le chiffre d'affaires. Donc ça c'est un point important, on va en parler avec des exemples concrets, mais l'intégration des contraintes opérationnelles dans le projet design est vraiment clé, puisqu'elle permet de ne pas refaire 2 fois le travail. On a aussi, grâce à cette collaboration Lansdal Académie Kea, une vision globale des parcours clients, puisqu'on va vraiment screener. Aujourd'hui, dans chaque projet, il y a la nécessité de très bien comprendre quels sont les chemins
des consommateurs parce qu'ils sont multiples, ils sont variés et ils sont changeants au fil du temps. Donc, il y a également la notion de la cohérence. Je crois que l'idée de la cohérence pour la cohérence n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est la cohérence d'un concept. Quand on a identifié au départ d'un projet une idée forte, il va falloir qu'on la retrouve dans chaque élément. Et le fait de travailler ensemble va aussi nous aider là-dessus. Alors, on a, quand on a travaillé sur ce projet dont je vous parlais tout à l'heure, imaginé une méthodologie. D'abord, dans le principe global d'une méthodologie, c'est-à-dire qu'on part toujours, que ce soit en stratégie ou que ce soit en design, en essayant d'ouvrir au maximum le champ des possibles pour aller petit à petit en entonnoir vers des éléments beaucoup plus pratiques de déploiement. Et on a mis en parallèle les méthodologies que nous utilisions pour se rendre compte que dans le fond, on peut tout à fait mener les projets en parallèle et l'essentiel étant d'avoir des ponts fréquents. Oui, vous voyez, c'est un projet long à localiser. Donc c'est 9-12 mois. D'ailleurs, un des sujets, c'est surtout la contrainte immobilière, on en parlera tout à l'heure, parce qu'à la fin, il faut ouvrir la première boutique. Et là, on a un certain nombre de temps un peu obligatoires qui sont liés au choix d'emplacement et à la nature d'emplacement. C'est le moment de le faire. On va regarder chacun avec nos lunettes pourquoi c'est le moment en termes de stratégie et pourquoi c'est le moment en termes de design. Alors, d'une manière générale, je l'ai dit tout à l'heure, la distribution est en train de subir une transformation considérable. Les marques en ont, pardonnez-moi d'être un peu trivial, un peu marre d'être très maltraitées dans certains canaux, de ne pas pouvoir exprimer leurs différences. À une époque où c'est paradoxal, mais Internet a amené le consommateur à être très demandeur, à avoir une très grande appétence pour du contact physique. Et il y a une espèce de fenêtre de tir extraordinaire, avec en plus la technologie qui nous a ouvert des portes de possibles qui sont exceptionnelles. Donc oui, pourquoi c'est déjà le moment du point de vue stratégique parce que on a beaucoup parlé du consommateur, on en parle maintenant du client, et de l'expérience qu'il veut vivre, du sens qu'il recherche, et que les techniques classiques de panel qu'on avait jusqu'à maintenant ne sont pas suffisantes. Et donc la question d'avoir un contact direct avec son consommateur devient critique. L'autre point, effectivement, c'est la question de la valeur des marques et la fameuse brand equity qu'on recherche. Et en fait, cette valeur des marques aujourd'hui, la question c'est de l'augmenter. Comme tu disais, elle est plutôt en train de baisser parce que les canaux dits indirects les maltraitent, on va dire ça, ou parfois les prennent en otage. Nutella, la semaine dernière, était un exemple. Et du coup, la question, c'est comment j'augmente la désirabilité de ces marques pour les consommateurs. C'est ça la valeur. L'autre point, c'est effectivement la formidable explosion du monde du commerce, et en particulier, je pense, dans les villes et dans les métropoles. Il y a eu pas mal d'articles ces derniers temps là-dessus. On voit bien que la bataille sur Paris, par exemple, est intéressante parce que de multiples canaux vont se s'hybrider. Il y a plein de valeurs à aller chercher derrière. Finalement, chaque file d'attente, derrière chaque file d'attente, on peut faire du business. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire faire du business derrière chaque file d'attente? L'autre point, tu l'as dit, c'est que la technologie, en fait, elle nous permet aujourd'hui des coûts d'accès aux consommateurs qui sont intéressants. Et parfois, quand on regarde, si on fait les PNL des comptes de type GMS, par exemple, une marque, c'est tout à fait intéressant de regarder, ces contacts sont souvent en rouge d'ailleurs en ce moment, de regarder qu'en passant par d'autres voies, on peut être beaucoup plus économique. Et puis, à la fin, finalement, c'est quand même une formidable opportunité de croissance. On a regardé, on peut ouvrir en France seulement, entre 50 et une centaine de boutiques. Tout de suite, ça fait entre 40 millions et 150 millions de chiffre d'affaires. Voilà. Quand on fait sur différents dossiers qu'on a pu regarder, c'est ça qu'on voit. C'est vraiment en termes de design, parce que, on le disait tout à l'heure, les consommateurs, notre métier a changé, hein. On n'est plus des designers de points de vente, on est des créateurs d'expériences. Et l'idéal, c'est quand on crée des expériences qui donnent du sens aux marques. Hein, c'est vraiment la quête absolue qu'on a. Et aujourd'hui, plus que jamais, tout le monde est à la recherche de cela.
Et l'idée, c'est qu'on puisse, en ayant un contact direct avec le consommateur, créer un véritable storytelling. Vous avez vu comme moi que il y a des choses incroyables qui se produisent en ce moment sur les Champs-Élysées, l'Occitane, ouvre avec Pierre Hermé, c'est des choses qu'on n'avait pas imaginées. Il y a beaucoup de créativité dans la distribution, parce que la distribution est prise en main de plus en plus par les marques elles-mêmes, qui en font un véritable projet de valorisation de leurs actifs immatériels. On est vraiment dans cette logique-là. Alors, sur la façon d'adresser l'expérience client, on a identifié 3 pistes qui nous paraissent intéressantes et sur lesquelles nous on travaille fréquemment dans la plupart de nos projets pour justement que cette expérience soit une expérience qui amène de la valeur à la marque. Il y a aujourd'hui 3 tendances fortes. La première, c'est la scénarisation des métiers, la création de rituels. Scénariser les métiers, vous avez vu quand même depuis maintenant une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, dans les restaurants, on ouvre la fenêtre de la cuisine, on commence à avoir du cuisinier à la télé, tout le monde s'intéresse à ce qui se passe derrière. Il y a encore quelques métiers, moi je dis toujours à nos clients banquiers, pourquoi vous ne parlez pas de ce que vous faites, vous ne parlez jamais de ce que vous faites. De plus en plus, les marques, et surtout les marques qui ont un vrai savoir-faire, une vraie différenciation, vont avoir besoin d'en parler, d'échanger, et il y a une véritable curiosité pour ça, et qui va vraiment beaucoup s'amplifier. Donc, en travaillant sur l'expression d'un savoir-faire et l'expression du partage de ce savoir-faire, il y a des pistes très puissantes de création, de relations et de sens. Vous avez un exemple qui est un exemple qui continue à se bonifier avec le temps, c'est Starbucks. La photo que vous avez sous les yeux, c'est un des derniers points de vente Starbucks, dans lequel on voit les codes du métier exacerbés à la fois dans les uniformes, à la fois dans la gestuelle, à la fois dans la présentation des produits, on raconte l'histoire qu'il y a derrière, etc. Le produit devient unique. On vient plus chercher un café. On vient chercher bien autre chose. Et du coup, ça crée une désirabilité de la marque extraordinaire, simplement parce qu'elle parle de son métier. Il y a une marque que j'aime beaucoup, c'est Aesop. Parce qu'Aesop, c'est tout le contraire de la cohérence. Aesop fait des magasins qui sont tous différents les uns des autres. Dans le monde entier, les magasins Aesop ont un seul point commun, c'est ce lavabo dans lequel on va vous proposer de vous laver les mains, d'essayer les produits. Donc, la marque se construit plus sur un lieu, il y en a des noirs. Il y a des magasins qui sont noirs, il y a des magasins qui sont en bois, et celui qui vient d'ouvrir au Galeries Lafayette est en carrelage vert, tous assez différents, mais en commun, il y a cette expérience, et vous comprenez que cette expérience, à un moment où vous faites du shopping, vous avez envie de vous laver les mains, devient une création de liens et une opportunité de vente exceptionnelle. Donc, au sein du métier, il y a la création du rituel, et puis enfin, bon, un exemple qu'on aime beaucoup avec Christophe, quand vous achetez un café, il y a un moment, encore une fois chez Starbucks, on écrit votre prénom sur la tasse. Donc pendant 1 minute, vous êtes quelqu'un d'important, on va vous appeler par votre prénom. Il se crée quelque chose qui est là aussi bien plus qu'un café, qui est unique. Pourtant, des cafés, on en vendait quand même dans le monde entier depuis très très longtemps, mais eux ont inventé cette manière. Alors, ce qui est intéressant, c'est de produire ce sourire, ce geste authentique. Et d'ailleurs, sur un réseau, sur l'ensemble d'un réseau, pas seulement sur un compte, il y a tout un travail amont de comment je recrute, comment je forme, comment je définis le bon marqueur de la relation. Et alors on en parlera un peu plus tard, mais c'est ce qui est derrière, ce qui est important dans un concept, c'est pas forcément ce qui se voit, c'est ce qui se voit pas aussi. Et ce qui d'ailleurs ne se copie pas. Parce que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir pas être copié. Et pour produire une attitude comme celle-ci, c'est tout ce qui est en amont qu'il faut définir, il ne faut pas pouvoir être copié. Je vais dire un peu moins politiquement correctement que toi, mais c'est très compliqué aujourd'hui d'exiger du personnel de sourire, d'écrire le nom et de le faire. Il y a un travail considérable. C'est pour ça que créer un concept, c'est une chose, mais on en parlera tout à l'heure, c'est un ensemble d'éléments qui vont concourir au succès. Deuxième tendance sur laquelle on peut vraiment construire des concepts qui construisent des marques, qui transforment des marques, c'est le fait que aujourd'hui les points de vente vont devenir des espaces à vivre. À peu près tout ce qu'on achète aujourd'hui, on a le choix de l'acheter dans un magasin physique ou de l'acheter chez soi dans son ordinateur ou avec son téléphone. L'idée, c'est que quand on vient, il doit se passer quelque chose. Et il doit se passer quelque chose qui va au-delà de la simple transaction. Il doit y avoir une relation. Et donc, les magasins, on a parlé à l'époque de showrooming, même le showrooming est mort. Quand vous regardez ce magasin Dyson, c'est pas un showroom, c'est un magasin dans lequel vous pouvez tout essayer.
Vous pouvez bien vous sécher les cheveux, vous pouvez bien essayer l'aspirateur, vous avez tous les moyens, etc. Donc, on est vraiment dans une logique d'activité. Quand vous imaginez cette possibilité-là, hein, c'est un magasin qui est à Londres, associé à l'omnicanalité de cette marque qui est une marque récente, vous imaginez le nombre de possibilités qu'on peut gérer. Il y a un magasin que j'aime beaucoup, qui existe depuis maintenant une quinzaine d'années, qui a vraiment questionné tout le monde de la grande distribution. D'ailleurs, ils n'ont pas encore tout à fait compris, parce que ça va aller très très loin. C'est Italie, qu'on va bientôt avoir la chance d'avoir à Paris, et qui a vraiment métamorphosé le fait de faire ses courses alimentaires. Parce que la performance, c'est Christophe qui me le rappelait hier soir, c'est que Italie n'est pas un magasin très cher. C'est un magasin accessible. Et je ne vais pas le faire, mais j'ai rencontré le fondateur, qui est évidemment italien, d'Italie. Il parle de sa passion. En réalité, l'histoire qu'il raconte, c'est qu'il a voulu partager sa passion. Il en avait marre qu'on achète des choses sans amour, sans intérêt. Et donc, le magasin Italie a complètement bouleversé la vision qu'on pouvait avoir des courses. Et aujourd'hui, c'est en train de faire des petits à peu près dans tous les sens. Et quand vous allez voir un magasin Italie, ce qui est remarquable, c'est d'abord en fait, il y a assez peu de design. Hein, le design passe par le produit. Et puis, vous avez à l'intérieur du magasin autant de gens qui sont en train de déjeuner, de dîner, de prendre un café, que de gens qui consomment. Et ça, c'est une véritable ambiance. Et là, ça vaut le coup de venir. C'est clairement un endroit de destination pour ça. On a un petit peu dans cette veine, j'en parlais tout à l'heure, travaillé avec le groupe Métro sur la réinvention de l'hyper avec un projet qui s'appelle Markt Halle, qui est en train de se déployer, avec l'idée de se dire, d'abord, on va casser les codes de la grande distribution, on va mettre de la courbe, on va mettre beaucoup de gens derrière qui sont en train de préparer les produits, on va plus les cacher, on va les montrer. Et ces gens-là, on va les former pour qu'ils puissent discuter avec les clients, leur proposer des services et des conseils. Et puis, partout dans le magasin, on a développé des zones de restaurant où on peut tout goûter, tout essayer. On est vraiment dans cette logique-là. Et du coup, ce changement est un changement qui a complètement bouleversé la marque et l'approche. Et du coup, la création du lien entre le consommateur et la marque devient extrêmement puissante. Et puis enfin, troisième axe, on va dire, de la grande transformation du retail qui impacte vraiment la relation client, c'est l'idée de la coproduction. Il y a une notion qui est assez importante, que j'aime beaucoup, à laquelle il faut être très vigilant, c'est la symétrie des attentions. À certains moments, vous achetez quelque chose qui est impliquant pour vous, vous êtes concentré, on vous demande des efforts, il faut qu'en contrepartie, vous ayez en face de vous des gens qui vous accordent la même attention. Hein. On a vu avec donc Julie, qui est ici, qui est au planning stratégique de Lonsdale, un magasin à New York dans lequel on demande aux consommateurs leur avis sur la composition de leur petit déjeuner. Ce qui permet d'avoir de l'information bottom-up et ce qui permet également d'imaginer, de discuter, d'associer le consommateur au nouveau produit. Vous avez vu, je vais aller vite là-dessus, mais vous avez vu les innovations de Sephora, notamment sur leur dernier magasin à New York, avec plein d'expériences, la création de communautés, je pense qu'on en parlera un peu tout à l'heure, et puis on a, ça c'est un concept qui est un petit peu ancien, en tout cas c'est une expérience qui a lieu chez Primark, c'est un petit peu ancien, mais moi j'aimais beaucoup l'idée que vous êtes en train d'essayer un produit, et vous avez une blogueuse qui vous donne son avis sur le produit, qui vous donne des conseils, etc. Donc l'idée de créer une relation à la fois digitale, mais en même temps physique dans le magasin, est quelque chose dans ce champ de la coproduction qui nous ouvre des portes extraordinaires et qui permet aux marques d'avoir enfin le Graal, de se dire j'augmente ma différenciation, j'augmente mon sens, et donc j'augmente la valeur de mes immatériels, de mes actifs immatériels. Alors, qu'est-ce qu'on gagne, Christophe? Dis-nous un peu. Alors on gagne, en tout cas, on peut travailler sur 6 registres de gains, de bénéfices pour les marques. On a parlé de la connaissance client. Hein, en fait, c'est ce fameux laboratoire pour se dire, c'est l'occasion de mesurer en direct, d'avoir des contacts en direct avec des personnes sur nos produits. Donc ça, c'est le côté laboratoire que tu as décrit avec Keops. C'est aussi l'occasion de toucher de nouvelles cibles qu'on ne parvient pas à atteindre forcément par les canaux dits indirects. Et les grandes villes, d'ailleurs, c'est un beau terrain de jeu pour aller chercher des nouvelles cibles, des gens qui vont pas fréquenter les hypermarchés, par exemple, ou ces enseignes traditionnelles. C'est aussi un point, et ce point on n'y pense pas assez, mais le point de vente, c'est un média.
C'est un média, ça veut dire que en fait on se construit en ayant son réseau de magasins, on se construit un média. Ça veut dire que c'est aussi une économie, donc le bénéfice c'est une économie carrément. On a un client d'ailleurs qui considère comme ça, c'est-à-dire qu'il dit j'ai besoin de combien de points de vente en France pour faire l'équivalent de ce que je dépenserais en médias sur des canaux plus classiques. Ouais, donc il est allé se dire, en fait, il faut que je positionne combien de points de vente, combien de touches clients je vais avoir, à la fois par ma vitrine et par le fait que mes clients rentrent et consomment, hein, et donc ça, je vais le valoriser, et je vais le valoriser comme un média. Donc ça, c'est un bénéfice qui est direct. Il disait finalement, c'est de la pub qui rapporte. Voilà, donc c'est un bénéfice qui est le média. Alors on y gagne, on en a parlé, on y gagne une puissance relationnelle. Hein, et on gagne aussi de la data, c'est-à-dire qu'on peut avoir une information beaucoup plus précise, beaucoup plus fine sur les attentes de ses clients, sur leurs évolutions. On y gagne, j'en ai parlé pas mal, mais un enrichissement de la relation à travers de l'expérience qui va créer quelque chose d'assez unique. Et puis enfin, on y gagne enfin une singularisation et une relation omnicanale sans couture. Ce qui est quand même là aussi, on en parle beaucoup, mais elle existe assez peu. Mais ce qui est aussi le moyen, enfin, que la promesse soit tenue. Je dis souvent, le point de vente, c'est le lieu de la preuve. Tout ce que vous avez pu promettre avant est tenu dans le magasin. C'est le seul endroit où vraiment on va découvrir si vous avez menti ou si vous n'avez pas menti. Et il y a des ruptures incroyables. Enfin, vous avez tous été choqués par des ruptures entre des univers très oniriques de communication publicitaire, des tons très connivants dans des relations digitales, et puis un choc quand on arrive dans un magasin où ça se passe un peu différemment. Donc l'idée de se dire que là on termine la relation et on crée une relation qui est une relation extrêmement solide est vraiment un bénéfice fort. Tout ça, on l'a peut-être pas assez dit, mais au service de la croissance. Les 8 points dont je vous ai parlé, qui sont un peu les jalons du projet, qui sont à mener en parallèle et qui nous ont vraiment servi de filtre pour analyser comment est-ce qu'il fallait avancer sur la création, pour une marque qui ne connaît pas le retail, la création de son propre réseau. Alors le premier point, c'est que souvent quand on nous interroge sur le sujet, on nous dit bon, je vais ouvrir un magasin, je vais le roder, je vais le tester, puis on verra bien si je ouvre le deuxième. Alors nous, on considère que cette pratique-là est très très mauvaise. Ça veut dire que c'est déjà commencé à pas faire. Donc en fait, quand on pense retail, il faut penser tout de suite la cible. Il faut se dire, je vais... alors la cible c'est quoi? C'est où, hein? Ça veut dire que je dois être très clair. Qu'est-ce que je cherche? En France, à l'international, c'est en centre-ville, centre-co. Voilà, déjà je dois être clair là-dessus. Combien de magasins? Même si ça peut être un peu imprécis, mais je sais que c'est pas pareil si je vis 50, 200 ou plus. Hein. Donc ça c'est un vrai sujet. Quelle surface au pluriel, même on pourrait dire, parce qu'on peut avoir plusieurs types de surfaces. Après tout, on peut avoir des petits, des moyens et des grands formats. Quel rythme aussi? Est-ce que je le fais en 5 ans, en 10 ans, hein, sachant que, en fait, quand on a une bonne idée, le sujet c'est pas d'aller vite. Parce que le sujet vraiment de ça, c'est aller vite. Pourquoi il faut aller vite? Parce qu'on pense aussi, il faut avoir dès le départ la masse de personnes qui sont au siège, on appelle toujours la tête de réseau. En fait, il faut avoir les moyens, c'est à la fois humain, IT, supply chain aussi, assez vite. Et en fait, le sujet, c'est d'ouvrir vite pour en fait écraser le coût fixe. Et on sait que le poids de cette tête de réseau, il doit atteindre 3 à 5% à peu près. Donc ça veut dire qu'il faut aller très 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 vite. Donc certes, on peut ouvrir le premier magasin, faire un pilote, ainsi de suite. Mais en fait, en même moment qu'on ouvre le pilote, on pense déjà au deuxième, au troisième, ainsi de suite. Parce qu'en plus, on a un autre petit sujet qui est la contrainte immobilière, parce que les emplacements et les bons emplacements ne se trouvent pas. On va en parler. Donc, par rapport à la construction de son réseau, par rapport à la question où combien, en fait, on a des briques à sa disposition. On peut utiliser, on va juste passer très vite les quelques briques qu'on a. On peut ouvrir des flagships, on peut ouvrir des shops en réseau, on peut ouvrir un magasin d'usine, on peut ouvrir des corners dans un grand magasin, on peut ouvrir des corners
dans un centre commercial, on peut ouvrir des pop-up stores, on peut, pourquoi pas, penser aux distributeurs, et on peut également enrichir tout ça de la création d'e-shop. On va juste passer en revue rapidement l'ensemble de ces briques. Un flagship, donc c'est, vous le savez, un magasin emblématique, c'est des emplacements qu'on appelle numéro 1, très difficile à trouver, il faut être très très visible. Hein, on dit toujours, vous l'avez entendu, en commerce, premier la location, deuxième location, troisième location, c'est vraiment l'emplacement est clé, et ça, bon, ça se vérifie, ça ne nous fait pas toujours plaisir. On aimerait bien qu'avec le design, on puisse compenser ça, mais bon. Il faut être très visible, surtout quand on veut faire un flagship. Et un flagship, c'est un coût d'aménagement qui va de 3 à 10 000 mètres carrés, on peut même aller au-dessus. Hein, il faut qu'un flagship soit vraiment une représentation extrêmement qualitative d'une marque. Et un flagship, c'est aussi l'opportunité, on en parlera, mais d'apprendre de nouvelles manières de parler de sa marque. C'est un formidable lieu d'apprentissage, et c'est un formidable élément de coût. Pour un chiffre d'affaires, Christophe? Oui, c'est quand même une machine à vendre, un flagship. Hein. C'est pas un musée, donc ça, on va éviter ça. Donc c'est quand même des chiffres d'affaires très importants. Et donc, oui, c'est pas un lieu d'exposition, c'est un lieu où on fait du chiffre, 10 000 à 30 000 euros du mètre, et encore au-delà, il peut y avoir même au-delà. Voilà, c'est pas rien, quoi. C'est une vraie machine à vendre. Bon, ensuite, sur des réseaux de shop plus classiques, on est sur des coûts d'aménagement qui vont de 1500 à 2500 euros du mètre carré. Ces coûts ne prennent pas en compte les éléments spécifiques qu'on peut avoir dans certains métiers. Si par exemple dans certains métiers on a besoin d'avoir des frigidaires, des éléments pour préparer les choses, là je parle vraiment purement des coûts liés au look and feel du shop. Alors en chiffre d'affaires, après évidemment c'est très variable en fonction des produits, mais entre 5 et 12 000 euros du mètre carré, et sur des formats il faut être frugal en surface, parce que les surfaces c'est cher. Et donc, oui, Plus Midi par exemple, c'est un bon exemple. Ils ont calé leur retail sur 37 mètres carrés. Bon, 37 mètres carrés, c'est assez, ils ont réussi, ils se sont dit, on va pouvoir bien vivre avec 37 mètres carrés, et avec ça, on va pouvoir aller dans des endroits, c'est une bonne surface, 37, on arrive à trouver. Et donc, on dit toujours, même si ça n'arrange pas les designers de l'agence, qu'il vaut mieux prendre un petit espace très visible, avec beaucoup de fréquentation, qu'un plus grand, un peu moins visible. Là aussi, il faut savoir faire dans des petits espaces. Jean-Pierre, juste sur les coûts, là on parle d'entrée. Ce qui est important dans les coûts, c'est qu'un point de vente, ça vit. Et le problème, c'est qu'avant on disait, on le changera tous les 7 ans. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est plutôt 3-5 ans. Ça veut dire de remettre à jour le point de vente, de ce qu'on appelle le rafraîchissement d'un point de vente. Donc ça veut dire qu'il faut l'anticiper dès le départ. Il faut se dire, il faut que je puisse me dire, ce coup-là, je vais devoir remettre combien dans 3-5 ans sur chacun des concepts d'ailleurs. Alors le magasin du site, on va pas en parler très longtemps, il y a une certaine vogue, hein, il y a une certaine envie du public de découvrir les marques, leur lieu de production, leur lieu d'origine. Ça peut avoir un certain succès. Bon là, on est plutôt sur des modèles économiques qui sont ceux d'un musée. Oui, et d'ailleurs, il y a de très bons exemples de tourisme industriel, c'est ça dont on parle dans le cas présent. Vous voyez par exemple Fragonard, qui est intéressant, qui fait partie d'un comité qui s'appelle le comité Mistral, en Provence, où en fait vous visitez différentes usines, et toutes ces usines ont souvent été transformées pour en faire un musée avec un formidable magasin à la fin. Quoi. Donc, je ne sais pas si vous avez vécu ça, vous avez quelqu'un qui vous fait visiter l'usine, et à la fin, surtout, il vous fait vendre. Donc c'est vendeuse en fait. C'est très vrai. Alors le pop-up, c'est quelque chose sur lequel il y a eu beaucoup de développement dans les dernières années. Ça permet d'être là quand on peut pas être là massivement. Hein. Par exemple, les pop-up Citroën que nous faisons sont plutôt destinés aux pays ou aux régions dans lesquelles il n'y a pas de concession implantée. Ça permet d'avoir une présence de la marque, et on a développé là aussi beaucoup d'ingéniosité sur ces formats-là. Il y a quelque chose qui paraît assez malin, qui est en fait dans la même logique que le travel retail, ou la présence dans les grands magasins, ou la présence dans les centres commerciaux, qui est l'idée de créer des corners. Et il y a un exemple qui est très intéressant, qui fait école d'ailleurs dans la distribution, c'est l'exemple de Sushi Deli. Peut-être que vous connaissez les fameux kiosques à sushi. Et en fait, de cet exemple-là, qui est une vraie poule aux œufs d'or pour les distributeurs, le rendement en mètre carré de cette opération pour eux est assez exceptionnel.
et qui leur permet finalement de déléguer des savoir-faire, du personnel, des problèmes de qualité de produit, et ainsi de suite. Et donc cet exemple de shop-in-shop est plutôt intéressant à regarder dans le monde de la GMS. Et effectivement, des gens comme Monoprix ou Carrefour recherchent aujourd'hui des kiosques gourmands, qui soient sucrés ou salés. Alors c'est beaucoup dans le frais, évidemment, pour magnifier un métier, un produit. Voilà. Et donc les marques, elles sont... Alors ce qui est intéressant de faire ça, c'est que là, pour le coup, vous n'avez pas de problème d'immobilier. Les distributeurs, c'est un peu anecdotique, on va pas trop en parler. Et puis, enfin... Oui, e-shop, parce que il y a un moment donné, la question, c'est est-ce que je peux faire la transaction directement? Oui, ça va dépendre bien sûr du produit que l'on vend, et puis surtout de la marge qu'on a. Parce que ce qu'on voit toujours, c'est qu'il faut des marges significatives, d'au moins 50%. Je parle de marge de négoce, je parle pas de double marge. L'intérêt des marges, c'est que la double marge. Je parle juste de la marge de négoce. En général, un e-shop, ça représente entre 5 et 10% du chiffre d'affaires d'une marque qui y va. C'est un gros magasin, on va dire. Mais en réalité, nous, ce qu'on imagine là-dessus dans le e-shop, c'est pas tant de faire du e-commerce, mais plutôt d'utiliser le e pour faire du web to store. C'est-à-dire de se dire comment je fais en sorte que les deux canaux, à la fois le e-shop et le magasin physique, fonctionnent bien ensemble. Et comme ravateur de trafic, c'est très intéressant. Alors, deuxième point de nos 8 points, très souvent, quand on rencontre une marque qui est habituée à travailler un marketing assez classique et à maîtriser tous les éléments de son mix, se lancer dans le retail, c'est quelque chose qui va demander un gros effort, parce que le retail est un secteur dans lequel on n'a pas une maîtrise totale de l'ensemble des paramètres. On arrive avec le retail dans une expérience polysensorielle. C'est un peu comme quand vous allez au restaurant. Quand vous allez au restaurant, les raisons d'être mécontent de votre expérience au restaurant sont multiples. La nappe n'est pas bien repassée, le serveur faisait la gueule, le plat était un peu froid, l'addition a été longue à venir. Il y a un ensemble de choses et on n'a pas une maîtrise totale, alors que bien souvent, les gens qui gèrent des marques sont habitués à maîtriser tout l'amont jusqu'au moment où le produit sort. Donc ça, culturellement, il y a une sorte de choc. Il y a une chose qui est très intéressante, moi j'appelle ça le passage de la 2D à la 3D, et c'est vrai. Quand tout d'un coup on va rentrer physiquement dans sa marque, il va se passer quelque chose et on va apprendre des choses sur sa marque. Moi je donne souvent comme exemple à mes clients qui ont des marques, je leur pose la question, que feriez-vous si Aéroport de Paris, enfin Paris Aéroport maintenant, vous donnait 10 mètres carrés dans le meilleur endroit de flux de leurs aéroports. Qu'est-ce que vous feriez physiquement, concrètement? C'est très difficile pour certaines marques d'imaginer quelle version on peut en donner en 3D. Il y en a pour lesquelles c'est très facile, parce qu'il existe des codes, parce qu'il existe des éléments de singularité. Il y en a pour lesquelles c'est un peu difficile. Donc, cette lecture nouvelle est intéressante. Environnement pas maîtrisé à 100%, j'en ai parlé. Et puis, on en a parlé, on est dans le domaine de la preuve, et je crois que Delphine va en parler, mais le retail, c'est quelque chose où on apprend tous les jours. Et il faut savoir changer, bouger, faire évoluer en permanence son offre. Ce qui n'est pas tout à fait, encore une fois, la flexibilité qu'on peut avoir quand on gère une marque. C'est vrai que quand on est une marque, quand on lance un produit, on veut qu'il soit parfait. Il est parfait. Il est obligatoirement parfait. Son emballage, le contenu, il doit être irréprochable. Et c'est vrai que le retail, c'est un peu le monde de l'imparfait. Il faut accepter de mettre sur le marché des formes qui ne sont pas complètement finies et qui vont évoluer. Ça c'est Christophe qui a défini ce point qui est intéressant, c'est de dire, en fait, le concept, c'est pas que la forme physique des choses, mais c'est un ensemble d'éléments qui sont interdépendants. Le mot concept, on l'utilise souvent sur la partie design du concept. Et on considère qu'un concept, c'est 11 éléments au moins, qui sont ici, et qui interagissent ensemble pour faire en sorte qu'on produise à la fois on règle 3 objectifs, on maximise la recommandation client, on accroît l'engagement des collaborateurs qui sont dans le point de vente et qui vont faire la performance, et puis bien sûr, on améliore l'économie du magasin. Donc en quoi chacun des éléments qui sont ici viennent permettre d'atteindre ces objectifs. Par exemple, la livraison, vous voyez, la supply chain logistique. On demandait des produits pour les approvisionner. Les produits arrivent dans le magasin, et c'est vrai que souvent, parfois, les plannings de livraison, ils tombent parfois au moment où il y a le pic client.
c'est assez agaçant parce qu'à ce moment-là, le vendeur, plutôt que de s'occuper de ses clients, il doit aider à décharger le client, décharger le camion. Voilà, c'est des exemples aussi simples que ça. Donc comment je fais en sorte que mon planning de livraison, ma façon d'approvisionner mes magasins, aide mes vendeurs, ou en tout cas libère du temps à la vente, en cas où j'ai considéré qu'il y a de la vente assistée. C'est un autre exemple. Deux autres exemples très rapides. La liaison entre le design et les RH. Christophe l'a dit tout à l'heure, un magasin on le fait pour des clients, mais on le fait aussi pour les gens qui y travaillent. Et on doit en permanence accorder du soin à la manière dont ils vont se sentir pour qu'ils se comportent bien. Il y a par exemple un tout petit exemple, c'est que nous on met beaucoup de l'accent sur les salles de repos, parce que ça fait quand même bien souvent. J'ai eu l'occasion de voir des magasins dans lesquels on faisait une transformation extraordinaire avec des salles de repos qui étaient extrêmement pauvres. Il faut être dans la cohérence et permettre au personnel de se sentir lui aussi valorisé dans le nouveau concept. Et deuxième et dernier exemple, le design et la cohérence internationale. On n'est pas dans les réseaux internationaux dans un schéma de cohérence où tout est pareil. Je dirais, c'est une règle un peu rapide, mais 60% du concept à l'international ne change pas, mais 40% changent. Et donc, l'idée, c'est dès le départ, dès qu'on est dans la conception de l'idée, d'imaginer ce qui peut changer selon les pays, selon l'économie des pays, selon la culture, etc. Ce qui pose problème, c'est je vends quoi, en fait, dans le vie. C'est quoi mon assortiment? Je suis parfois obligé de vendre autre chose pour faire que la tenue de mon chiffre d'affaires, la tenue de mes ratios, elle tienne à route. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce que je vends? Est-ce que dans le cadre des deux vaches, par exemple, je vends que mes yaourts? Non, parce que je ne vais pas faire un magasin de yaourts, ça va jamais tourner. Donc il va falloir qu'effectivement je pense mon offre différemment. Donc faire du retail, c'est pour une marque, c'est repenser complètement son assortiment et le compléter et apprendre forcément aussi des choses. Quatrième point de ce parcours, c'est un chemin critique, c'est le chemin de l'immobilier, qui est quelque chose qui peut être très long, qui peut mobiliser beaucoup d'argent, et le fait est que le jour où vous trouvez le bon site, il faut le prendre tout de suite, et donc démarrer le paiement d'un loyer qui peut être important. Donc ça, dans un planning global, c'est quelque chose qui peut bouleverser la donne. Donc il faut être prêt et savoir travailler en temps masqué. Ensuite, il y a tout le chemin classique qu'on connaît bien, mais qui est quand même quelque chose de contraignant. Il y a la rencontre des copropriétaires, et puis la forêt en France, des autorisations administratives qui peuvent aller de 2 mois à 5 mois selon ce qu'on fait, dans lequel il faut demander l'avis des pompiers, dans lequel il faut vérifier l'accessibilité des maires, qui sont des choses contraignantes. Si par exemple, je prends juste cet exemple, vous avez un local qui a 2 étages, il faut que vous prévoyiez un ascenseur ou un escalator, quelle que soit la taille de votre lieu. Si l'offre est différente au deuxième étage, au premier étage, par exemple, au rez-de-chaussée, vous devez offrir la possibilité à quelqu'un qui est PMR d'y aller. Donc, ça veut dire des coûts, ça veut dire des allocations de surface, et tout ça, c'est des choses qui doivent s'anticiper. Et là, il y a un vrai parcours professionnel qui prend du temps, et très souvent, ce qu'on va faire dans nos méthodes de travail, c'est on va anticiper le choix d'un local, commencer à travailler sur ce local, et en même temps développer le concept. Alors, l'autre point, c'est que la clé du retail, ce sont les hommes qui habitent ce magasin. Alors, il y a des articles aujourd'hui qui disent que les hommes savent devenir du luxe et qu'on va les remplacer par des robots. Bon, peut-être. En tout cas, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et effectivement, quand on veut développer sa spécialité et son expertise, ça passe quand même souvent par la personne qui met en scène cette expertise. Et donc, on va parler de signature relationnelle, donc la façon dont la marque, elle exprime par des marqueurs simples la relation avec ses clients. On va aussi parler d'organisation du temps de travail, c'est un élément critique pour effectivement tenir l'amplitude horaire de la boutique. Et on voit bien que, on a parlé des centres-villes parce que ça se passe souvent dans les centres-villes, cette localisation. Dans les centres-villes, on a des turnovers à 30%. Ce qui est énorme. Ça veut dire qu'il faut forcément faire des choses simples, parce que plus on fait des choses compliquées, 30%, ça veut dire tout un tas d'efforts de formation à mettre en place. Donc, être très sélectif sur les marqueurs, très simple, pour permettre d'atteindre ce 30%. L'autre point essentiel dans les hommes, il y a surtout le manager. Un manager du point de vente, parce que c'est lui qui va faire la différence de résultat. Donc, et aussi, un manager, c'est 30% de résultat de l'outil. C'est un concept équivalent.
Donc, il vaut mieux d'ailleurs Sujet manager. Sujet qui rejoint le sujet des RH, qui est toujours un sujet très touchy, c'est le sujet des uniformes. Parce qu'en France, les gens n'aiment pas mettre des uniformes, c'est vraiment, c'est très compliqué. Et c'est un sujet sur lequel il faut toujours beaucoup travailler. Et on a beaucoup fait de recherches à l'agence là-dessus. Et je trouve qu'il y a quelqu'un qui a fait, encore une fois, c'est Starbucks, avec quelque chose d'assez malin, puisqu'il a édité un petit bouquin pour expliquer à ses collaborateurs que, dans le fond, ce qu'on attendait d'eux, c'était qu'ils soient un peu Starbucks et un peu eux-mêmes, en leur donnant un dress code sur lequel ils ont une grande liberté, et que c'était l'assemblage des deux qui faisait la personne qui serait intéressante pour être en contact avec le client. Je trouve que la démarche est assez intéressante, et on voit qu'il y a quand même une grosse évolution là-dessus. D'abord, un magasin, c'est un lieu et un lieu vivant. Donc, qui dit lieu vivant veut dire qu'il bouge souvent, en tout cas régulièrement, et que le client qui fréquente ce lieu, il doit être surpris, étonné à chacun de ses passages. On est souvent sur des produits qui ne sont pas des quotidiens, donc ça veut dire que c'est des fréquentations quelques fois par an. Donc si à chaque fois qu'il vient il voit la même chose, ben, il va se lasser, il ne reviendra pas. Donc effectivement, le planning d'animation, le planning d'événements, voire même d'organiser les lieux dans la boutique qui permettent de créer des événements, et la vitrine, par exemple, est souvent d'ailleurs le premier lieu qui doit bouger régulièrement, qui donne envie d'entrer. C'est une nouvelle, on est un peu triste de vous la donner, mais quand le concept est terminé, c'est pas la fin, c'est le début d'une histoire, puisque maintenant il va falloir faire bouger les choses, et les gens ont pris de très très mauvaises habitudes par rapport à tout ça. Voilà, encore 2 points, et puis on a terminé. Oui, rapidement, à un moment donné, ce qui est important aussi, c'est de piloter, parce qu'il y a quand même des coûts, et effectivement, c'est de piloter des choses que les marques, elles n'ont pas l'habitude de piloter, parce que c'est pas exactement ce qu'elles pilotent tous les jours. J'ai des éléments commerciaux, effectivement, là, en plus, on a juste un tableau de bord d'un magasin, où j'ai des éléments commerciaux, on va regarder la performance de l'assortiment, la marque, la démarque, on a des nouveaux mots aussi à maîtriser, la productivité d'équipe. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des indicateurs clients. On a des taux qu'on appelle des taux de transformation, de conversion, le panier moyen, le nombre d'articles par panier. Et puis, un autre élément, on a vu que c'est important, c'est des indicateurs de sous-staff. C'est est-ce qu'ils sont fidèles et engagés? Est-ce que les heures sont optimisées? Est-ce que mon planning de travail il est optimisé? Et puis, la performance individuelle, si on est dans un concept où la vente est importante. Et ça, c'est juste l'économie d'un magasin. Après, il y a l'économie de la chaîne, qui est de se dire aussi, la chaîne qui peut avoir X magasins, la question, c'est qu'elle va avoir des coûts marketing, des coûts IT, elle doit financer un certain nombre de coûts. Et donc, comment cet équilibre-là se fait dans l'ensemble? Autre point, le retail, c'est, pour une marque, en tout cas, c'est une aventure. Et c'est une aventure assez différente, parce que derrière les mêmes mots, on ne met pas les mêmes réalités. Et d'ailleurs, souvent, ce qu'on conseille à nos clients, c'est de créer une structure ad hoc. Et d'avoir un patron du retail ad hoc. Et voire même en lui donnant pas mal d'autonomie, y compris par rapport à la production, y compris par rapport aux usines, parce que en fait, ils pilotent pas les mêmes choses. Donc c'est une culture complètement différente. On regarde pas le marketing pareil. On est en sell-out sur le commercial, on va être en sell-in sur le retail. Le sourcing, on a vu, on n'est pas sur le même sourcing. Parfois même, il faut qu'on aille chercher des produits qu'on ne fabrique pas. Donc on est en négoce pour compléter son offre. Bien sûr, il y a la logique immobilier. L'IT n'a rien à voir, parce qu'on est dans un IT de retail avec de l'encaissement, avec des logiciels qui n'existent pas en général chez le producteur. Et puis la façon de gérer la finance, les indicateurs sont assez différents. Donc c'est pour ça qu'on conseille plutôt de créer des structures ad hoc, qu'on met parfois en compétition, c'est intéressant, avec la structure de production classique. Alors en conclusion, avant de laisser la parole à Delphine, la retailisation des marques, c'est une opportunité de reprendre la conversation qu'on avait peut-être perdue directement avec ses clients. Moi, je considère qu'aujourd'hui, dans la vente par des canaux qui ne vous appartiennent pas, ou dans la vente sur Internet, on sous-traite le dernier moment de la relation, soit à un Carrefour, que sais-je, soit à un livreur. Et donc, on ne maîtrise pas les choses. Là, on va reprendre complètement la conversation. C'est deuxièmement, l'incarnation, et du coup, ça par expérience, on le voit, l'enrichissement de sa marque. L'enrichissement en termes de valeur, mais également en termes de contenu et en termes de singularité. Et puis, enfin,
c'est une source d'apprentissage et de progrès, parce que toute l'information qui remonte est une information qui va permettre de rester, on sait la rapidité avec laquelle vont les choses aujourd'hui, toute l'information qui remonte est une information qui vous protège de la ringardisation de vos concepts. Il y a un autre point aussi qui est intéressant dans ce genre de projet, c'est qu'on voit bien, la question c'est comment je passe d'une marque produit à une marque enseigne. Et cette question-là, elle oblige à se réinterroger sur le contenu de sa marque. Et c'est pas rien, parce que du coup, on dit, finalement, qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Quelle est ma raison d'être? Et du coup, ça oblige à retravailler un certain nombre de choses en interne, et finalement à participer à la transformation de l'entreprise. Donc c'est intéressant de se réinterroger sur soi-même, c'est un bon moment. Voilà, je trouve que c'est souvent un bénéfice indirect.